Bastia, la loi 1850. Introduction par Damien Tellier, Institut Copé. L'idée principale de Bastia dans ce pamphlet célèbre, c'est de montrer pourquoi et comment la loi est devenue le champ de bataille de toutes les cupidités, c'est-à-dire une source de privilèges, de rente de situation et d'arbitraire fiscal. Dès que l'on admet en principe que la loi peut être détournée de sa vraie mission, qu'elle peut violer les propriétés au lieu de les garantir, il s'ensuit nécessairement une lutte des classes, soit pour se défendre contre la spoliation, soit pour l'organiser aussi à son profit. Le texte se déploie en 4 temps. Première partie, la loi pervertie. Bastia commence par poser les fondements anthropologiques naturels de la loi, la vie, la liberté et la propriété. Chaque homme est autorisé à défendre sa vie et à faire usage de ses facultés. La loi est justement l'organisation collective de cette légitime défense. Ce n'est pas parce que les hommes ont édicté des lois que la personnalité, la liberté et la propriété existent. Au contraire, c'est parce que la personnalité, la liberté et la propriété préexistent que les hommes font des lois. Cependant, au lieu de servir comme légitime défense des droits naturels, la loi peut se transformer en protection des intérêts corporatifs et catégoriels. La spoliation est alors organisée par la loi, au profit des classes qui la font. 2. Comment la spoliation légale s'est-elle accomplie? Bastia analyse 2 causes de cette perversion. L'égoïsme inintelligent et la fausse philanthropie. Certains hommes, au lieu de travailler dur et de produire, préfèrent piller et vivre des autres. Ils vont donc s'emparer de la loi pour la détourner à leur profit. D'autres hommes se considèrent au-dessus du reste de l'humanité et capables de faire de meilleurs choix que les autres. Ils savent mieux ce qui est bon pour les autres et vont imposer à tous leur conception du bien. Ce sont les philanthropes. 3. L'hypothèse implicite des partisans de la spoliation légale. Selon cette hypothèse, les hommes ne portent en eux-mêmes ni un principe d'action, ni un moyen de discernement. Bastia s'appuie ici sur de nombreuses citations d'auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont en commun leur admiration pour l'Antiquité et ses lois. Pour eux, les hommes ne sont que des matériaux inertes qui ont besoin du législateur pour recevoir une forme et une impulsion. Selon Bastia, cette idée d'une inertie radicale de l'humanité est à la fois la fille des études classiques et la mère du socialisme. « 4. La vraie nature de la loi. La loi, c'est la justice. Par justice, Bastia entend ici non une justice positive qui organiserait la fraternité et la solidarité, mais une justice négative qui se borne à empêcher que le droit de l'un n'usurpe le droit de l'autre. La loi, c'est donc uniquement l'organisation du droit individuel préexistant de légitime défense.
Mais si la loi cesse d'être négative pour devenir positive, elle devient la source de revendications catégorielles et donc de conflits. Si l'on élargit indéfiniment le domaine de la loi, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement, on ouvre la porte à une série sans fin de plaintes, de haine, de troubles et de révoltes. La loi. La loi pervertit la loi et à sa suite toutes les forces collectives de la nation. La loi, dis-je, non seulement détournée de son but, mais appliquée à poursuivre un but directement contraire. La loi devenue l'instrument de toute les cupidités, au lieu d'en être le frein. La loi accomplissant elle-même l'iniquité qu'elle avait pour mission de punir. Certes, c'est là un fait grave. S'il existe, et sur lequel il doit m'être permis d'appeler l'attention de mes concitoyens. Nous tenons de Dieu le don qui pour nous les renferme tous, la vie physique, intellectuelle et morale. Mais la vie ne se soutient pas d'elle-même. Celui qui nous l'a donnée nous a laissé le soin de l'entretenir, de la développer et de la perfectionner. Pour cela, il nous a pourvus d'un ensemble de facultés merveilleuses. Il nous a plongés dans un milieu d'éléments divers. C'est par l'application de nos facultés à ces éléments que se réalise le phénomène de l'assimilation, de l'appropriation, par lequel la vie parcourt le cercle qui lui a été assigné. Existence, faculté, assimilation. En d'autres termes, personnalité, liberté, propriété, voilà l'homme. C'est de ces trois choses qu'on peut dire, en dehors de toute subtilité démagogique, qu'elles sont antérieures et supérieures à toute législation humaine. Ce n'est pas parce que les hommes ont édicté des lois que la personnalité, la liberté et la propriété existent. Au contraire, c'est parce que la personnalité, la liberté et la propriété préexistent que les hommes font les lois. Qu'est-ce donc la loi? Ainsi que je l'ai dit ailleurs, c'est l'organisation collective du droit individuel de légitime défense. Chacun de nous tient certainement de la nature, de Dieu, le droit de défendre sa personne, sa liberté, sa propriété, puisque ce sont les trois éléments constitutifs ou conservateurs de la vie, éléments qui se complètent l'un par l'autre et ne peuvent comprendre et ne se peuvent comprendre l'un sans l'autre, car ce sont nos facultés, sinon un prolongement de notre personnalité. Et qu'est-ce que la propriété si ce n'est un prolongement de nos facultés? Si chaque homme a le droit de défendre, même par la force, sa personne, sa liberté, sa propriété, plusieurs hommes ont le droit de se concerter, de s'entendre, d'organiser une force commune pour pouvoir régulièrement à cette défense. Le droit collectif a donc son principe, sa raison d'être, sa légitimité dans le droit individuel. Et la force commune ne peut avoir rationnellement d'autre but, d'autre mission que les forces isolées auxquelles elle se substitue. Ainsi, comme la force d'un individu ne peut légitimement
attenter à la personne, à la liberté, à la propriété de notre individu. Par la même raison, la force commune ne peut légitimement appliquer à détruire la personne, la liberté, la propriété des individus ou des classes. Car cette perversion de la force serait, en un cas comme dans l'autre, en contradiction avec nos prémices. Qui osera dire que la force nous a été donnée, non pour défendre nos droits, mais pour anéantir les droits égaux de nos frères? Et si cela n'est pas vrai de chaque force individuelle, agissant isolément, comment cela serait-il vrai de la force collective, qui n'est que l'union organisée des forces isolées? Donc, s'il est une chose évidente, c'est celle-ci. La loi, c'est l'organisation du droit naturel de légitime défense. C'est la substitution de la force collective aux forces individuelles pour agir dans le cercle où celles-ci ont le droit d'agir, pour faire que celles-ci ont le droit de faire, pour garantir les personnes, les libertés, les propriétés, pour maintenir chacun dans son droit, pour faire régner entre tous la justice. Et s'il existait un peuple constitué sur cette base, il me semble que l'ordre y prévaudrait dans les faits comme dans les idées. Il me semble que ce peuple aurait le gouvernement le plus simple, le plus économique, le moins lourd, le moins senti, le moins responsable, le plus juste, et par conséquent le plus solide qu'on puisse imaginer, quelle que fût d'ailleurs sa forme politique. Car sous un tel régime, chacun comprendrait bien qu'il a toute la plénitude, comme toute la responsabilité de son existence. Pourvu que la personne fût respectée, le travail libre et les fruits du travail garantis contre toute injuste atteinte, nul n'aurait rien à démêler avec l'État. Heureux, nous n'aurions pas, il est vrai, à le remercier de nos succès. Mais malheureux, nous nous en prendrions pas plus à lui de nos revers que nos paysans ne lui attribuent la grêle ou la gelée. Nous ne le connaîtrions que par l'inestimable bienfait de la sûreté. On peut affirmer encore que, grâce à la non-intervention de l'État dans les affaires privées, les besoins et les satisfactions se développeraient dans l'ordre naturel. On ne verrait point les familles pauvres chercher l'instruction littéraire avant d'avoir du pain. On ne verrait point la ville se peupler aux dépens des campagnes, ou les campagnes aux dépens des villes. On ne verrait pas ces grands déplacements de capitaux, de travail, de population, provoqués par les mesures législatives, déplacements qui rendent si incertaines et si précaires les sources mêmes de l'existence, et aggravent par là, dans une si grande mesure, la responsabilité des gouvernements. Par malheur, il s'en faut que la loi se soit renfermée dans son rôle, même s'il s'en faut qu'elle n'en soit écartée que dans des vues neutres et discutables. Elle a fait pis, elle a agi contrairement à sa propre fin, elle a détruit son propre but. C'est appliquée à anéantir cette justice qu'elle devait
devait faire régner, à effacer entre les droits cette limite que sa mission était de faire respecter. Elle a mis la force collective au service de ceux qui veulent exploiter, sans risque et sans scrupule, la personne, la liberté ou la propriété d'autrui. Elle a converti la spoliation en droit pour la protéger et la légitime